Jour J! Ça y est, on est à Essen! Alors oui, ça se voit pas là comme ça, mais je vous jure qu'on y est! Aujourd'hui, on est le jeudi 3 octobre, et l'équipe de Rue du Jeu est en ce moment même au salon d'Essen. Vous pouvez d'ailleurs suivre Rue du Jeu sur Instagram pour voir en quasi direct les jeux auxquels on joue, les achats déraisonnables qu'on fait. Et puis sur YouTube, vous le savez, vous allez avoir une vidéo par jour à partir d'aujourd'hui. Il y en aura une demain, il y en aura une samedi, il y en aura une dimanche pour faire le bilan. Et deux de ces vidéos sont tournées sur place, le soir même, on vous fait le bilan de la journée écoulée. Bon, pour des raisons de retour vers le futur, de temps de montage, comme je publie les vidéos le matin, bah forcément la vidéo du jeudi, je peux pas te la tourner à Essen, sinon tu l'aurais le vendredi. Mais on va tout de même inaugurer cette semaine spéciale par la magie du différé, avec un point sur les attentes autour du salon d'Essen 2024. Je vais d'abord vous parler du top 5 des jeux qui suscitent le plus d'attentes du public en général. Comment est-ce qu'on voit ça? Bah, il y a cette fameuse geek list sur Board Game Geek qui répertorie tous les jeux présents au salon d'Essen. C'est à peu près l'outil que tout le monde utilise, c'est la base, c'est la référence, et là-dessus les gens peuvent mettre des pouces. Bah, on va voir quels sont les jeux qui ont le plus de pouces, on va essayer d'analyser un petit peu pourquoi ces jeux-là buzzent, et puis surtout, je vais vous dire pourquoi moi, je compte pas du tout les acheter sur place, et pourquoi moi, ils me chauffent pas plus que ça. C'est vraiment pas pour faire mon intéressant, mais vous allez le voir, paradoxalement, je suis hyper excité de cette nouvelle année, mais en même temps, il y a aucun gros jeu qui me hype vraiment. Et je pense qu'il faut le dire, il faut pas essayer d'entretenir une espèce de flamme superficielle comme ça. Non, moi là, les jeux qui me hype vraiment, vous allez le voir après, mais c'est des jeux plus légers, c'est des jeux de cartes, tout simplement parce que des gros jeux, bah, j'en possède déjà plein. On a eu en plus une année assez chargée, avec des œuvres majeures comme Sankore, avec l'extension de Projet Gaia. Un peu avant ça, il y avait Age of Innovation, donc ça fait déjà 2 gros jeux à 1 heure par joueur que j'ai envie de mettre régulièrement sur la table. Il y a eu Shackleton Base, dont je vous ai parlé, qui est vraiment excellent. Et évidemment, sur une soirée jeu, sur une après-midi jeu, tu vas faire un, peut-être 2 gros jeux, donc ces jeux-là, ils sont difficiles à sortir, je vous apprends rien, et donc, pour moi, ça sert à rien d'en accumuler 50, quoi. Donc je préfère être hyper sélectif, et là, si j'ai rien qui me fait rêver, ça veut pas dire que je me procurerai pas plus tard ces gros jeux d'Essen 2024, s'il y en a qui sortent du lot, on va en reparler, mais en tout cas, je vais pas y aller avec un achat à l'aveugle, quoi. Voilà, c'est un programme qui me correspond plutôt bien, je vais à la fois vous parler de la grosse hype, mais vous expliquer pourquoi moi, j'en reste en dehors, hein. Pro des vieilleries, mec qui dit « Eh, n'oubliez pas les vieux jeux », tout ça, et puis, ben, mes attentes personnelles, dans lesquelles vous vous reconnaîtrez peut-être pas, et vous aurez droit aussi aux attentes de l'équipe qui voyage avec moi. Mounir sera avec moi en vidéo, et on a aussi les listes de Benjamin, Chloé et même Samuel si vous êtes sage. En tout cas, ça va vous faire un espèce de panorama des trucs vraiment grand public dans la ligne de mire de tout le monde, et des jeux un peu plus passés sous les radars, ou en tout cas un petit peu plus de niche, quoi, a priori. J'espère que ça vous va, j'espère que vous êtes chaud. C'est parti pour cette semaine spéciale Essen sur Rue du Jeu. Et si jamais tu me regardes depuis Essen, n'oublie pas qu'on a un meet-up samedi 5 octobre à 11 h dans le Hall 7. J'espère t'y retrouver, ça pourrait être très cool d'échanger. Préviens-moi avec un petit message privé sur les réseaux sociaux ou sur Ko-fi pour que je sache un petit peu qui vient. On commence par le top 5 des jeux qui buzzent le plus pour le Spiel 2024. C'est parti! Allez, c'est parti pour ce top 5 des attentes générales, hein, basées sur le nombre de pouces qu'ont eu les jeux sur la Geeklist. Attentes que je ne partage pas forcément. C'est des jeux que je ne pense pas que je vais acheter, ou en tout cas pas à l'aveugle, ça c'est sûr. Mais je dois admettre que, étonnamment, ce top 5 d'Aitoshi, je suis assez hypé. Je dois admettre que je suis assez hypé, j'ai parcouru les règles et ça donne très envie. Et pourtant, on partait pas du tout copains, lui et moi, parce qu'il s'agit d'un jeu de Dani Garcia. Et si vous suivez la chaîne depuis un petit temps, vous savez que l'un des précédents jeux de Dani Garcia, Barcelona, je l'ai pas du tout aimé. Je dirais même qu'il incarne tout ce que je déteste dans un Eurogame moderne, avec sa salade de points, avec son manque d'interaction, de tension, qui faisait que pour moi, l'expérience n'avait aucun sens. Je n'y prenais pas du tout de plaisir. Mais Daitoshi reprend un des ingrédients qui était au cœur de l'expérience de Barcelona, mais qui pour moi était raté, c'est-à-dire cette idée d'avoir un endroit commun et des
shared incentives, comme on dit en anglais, donc des intérêts partagés qui vont justement renforcer l'interaction. Sauf que pour moi, dans Barcelona, ça tombait à plat parce qu'on était désinvesti de ce que faisait l'autre, tellement il y avait des actions en cascade et de la salade de points qui n'avaient ni queue ni tête. Mais là, on est sur un jeu qui a l'air plus précis dans son interaction, notamment parce que quand on parcourt le livret de règles, on s'en rend compte, c'est un jeu assez épuré finalement dans ses possibilités. À votre tour, vous devez choisir entre un tour de production ou un tour de cité. Et si vous faites un tour de production, tous les joueurs vont pouvoir activer leurs usines sur leur plateau. Donc il va falloir faire attention à quand vous activez ce tour de production. Un petit côté tempo qui me rappelle un peu Puerto Rico sur le papier en tout cas. Hein. J'ai pas joué à Daitoshi, mais moi ça me parle. Et puis le tour de cité, on est sur un Rondel Game, si en tout cas je comprends bien. Donc on voit le plateau ici, on voit il fait penser à plusieurs roues imbriquées, un petit peu à la Sabika, sauf que là on va vraiment déplacer un personnage et réaliser l'action de là où on arrive, avec ces éléments chers au Rondel Game qui propose de payer une ressource pour pouvoir avancer d'une case supplémentaire, etc. Et à chaque fois, des effets différents en fonction de l'emplacement. Est-ce que c'est l'emplacement le plus à gauche, du milieu, le plus à droite? Donc voilà, j'ai pas creusé plus que ça pour le moment, mais ça a l'air assez fluide dans son expérience, assez interactif. Et sur le papier, c'est des ingrédients qui me parlent, surtout cette idée de Rondel Game, dont je suis un grand fan. Donc voilà, Daitoshi, ça va peut-être être le jeu de la réconciliation entre Dani Garcia et moi. En tout cas, j'essaierai peut-être de l'essayer sur le salon. En plus, l'esthétique me parle. Ce qui m'inquiète, c'est que c'est chez Devir. Et Devir, on sait qu'ils sont pas toujours très forts en développement. On a eu certains de leurs Eurogames qui sont tombés complètement à plat. Hein. C'est le cas par exemple de Lacrimosa, que moi j'aime bien, mais qui n'était pas non plus un grand jeu. Donc il faut voir, ils sont capables de faire des très belles choses. À suivre, en tout cas ce Daitoshi, parmi les attentes des gens, c'est celui qui me hype le plus, je dois bien l'admettre. En 4ème position, on retrouve Arx. Arx, vous en avez probablement déjà entendu parler, c'est un jeu qui a déjà fait buzzer en amont d'Essen. En fait, le Kickstarter est déjà arrivé techniquement, donc il y a déjà plein de gens qui ont des retours, qui ont joué, etc. Et d'ailleurs, ils sont plutôt extrêmement enthousiastes. Pour Shut Up and Sit Down, c'est carrément le jeu de l'année. Ils ont fait plein de vidéos complètement extatiques au sujet du jeu. Alors, pourquoi est-ce que moi, je l'attends pas trop? Alors, c'est pas le même jeu, hein, mais c'est Cole Wehrle, très grand auteur sur lequel il faudra peut-être qu'on fasse une rétrospective un jour, mais j'avoue que je suis pas du tout spécialiste. C'est Kyle Ferrin aux illustrations. Il y a de la bagarre, il y a de la majorité. On est dans la vibe de Root, ok? Root qui est le jeu préféré de plein de gens, qui est un jeu incroyable, je le reconnais. Moi, j'ai essayé qu'une fois, c'est pas mon délire, je suis pas rentré dedans. Alors, je sais, il faut faire beaucoup de parties pour l'apprécier, il faut vraiment y mettre du sien, ne serait-ce que pour comprendre sa faction. Mais voilà, moi je suis quelqu'un qui aime multiplier les jeux, qui aime les jeux assez épurés, assez rapides. Voilà, c'est pas pour rien que je suis fan des jeux Istari, c'est parce que ils font 1 heure, 1 heure et demie max. Et un Root, notre première partie à 4, elle avait duré 3 heures, 3 heures et demie. Donc voilà, moi c'est le genre d'expérience qui me laisse sur le côté. Et Arx, on est dans le même délire, en plus avec un thème science-fiction, il y a des cartes à usage multiple, ouais, il y a plein de choses qui ont l'air très intéressantes, mais moi je sais que c'est pas ma came, donc j'ai pas creusé davantage. Si vous êtes fan de Root, si vous aimez les jeux de l'auteur à la Pax Pamir, etc., ça va probablement être votre délire, et vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire de surveiller ce jeu. Mais me concernant, voilà, je sais que c'est pas mon truc, et c'est pas celui-là qui va me faire basculer dans ce type d'expérience. A priori, maintenant je suis pas contre l'essayer si l'occasion se présente un jour. En 3ème position, on retrouve Inferno. Alors Inferno, c'est facile pour nous, on y a déjà joué en fait, on l'a essayé en démo au Salon d'Essen 2023. Vous pouvez d'ailleurs aller revoir notre vidéo si ça vous intéresse de retrouver notre avis. Inferno, je comprends qu'il fasse envie aux gens, c'est un thème hyper classe, hein, les cercles des enfers, Dante, la Divine Comédie, etc. Le plateau
est coloré, est joli, la mécanique a l'air originale, etc. Avec ces personnages qu'on va devoir faire progresser petit à petit dans les cercles des enfers jusqu'à atteindre la fin. Voilà, on couche les meeples quand ils sont morts, etc. Moi, j'ai pas joué directement à la partie, c'était Mounir et Benjamin qui vous en parlaient l'année dernière. Et voilà, moi, je m'en arrête à cet avis-là, en fait. Leur partie à 4 joueurs, elle était poussive. Ils reconnaissent que le jeu a de bonnes idées thématiques et que l'univers, la direction artistique et tout ça sont très classe, mais ça manque de finesse mécanique, en fait. Ils l'ont trouvé répétitif, indigeste, avec un rythme erratique. Peut-être qu'il y a des réglages qui ont été opérés entre-temps, mais à votre place, je me méfierais parce que Red Mojo, c'est encore un jeune éditeur qui fait des erreurs, en fait. Il suffit de voir le ratage complet qu'était Tindaya, leur premier jeu, avec voilà, des personnes qui ont des retours catastrophiques, qui ont interrompu la partie tellement le jeu était boursouflé, tellement il y avait trop de règles, etc. et que le jeu n'était pas assez bien édité, pas assez streamliné. Donc voilà, on peut se tromper, bien sûr, c'est pas sur une partie qu'on va pouvoir avoir un avis définitif, mais parmi la masse de sorties, ce qui est sûr, c'est que nous, on va pas foncer tête baissée sur celle-là, et on attendra de voir tout simplement s'il y a des retours contradictoires aux nôtres qui émergent. En deuxième position, on retrouve Civolution de Stefan Feld. Et là, vous vous dites, quoi, Boris, tu n'es pas hypé par un jeu de Stefan Feld? Eh ben non, parce que là, c'est pas n'importe quel jeu de Feld, c'est un jeu de Civ. Feld s'essaye au jeu de Civ avec l'appui de Victor Kobike de Deep Print, qu'on a déjà vu auprès de Pfister, notamment sur Sky Mines. Donc c'est un développeur en quelque sorte, c'est un gars qui sait faire de l'Eurogame, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, ce qui me freine avec Civolution, c'est la place qu'il prend sur la table, c'est le nombre d'actions, le nombre de pistes, et puis la durée de partie. On est sur des parties de 3-4 heures minimum. C'est un jeu complètement over the top. Et ok, pourquoi pas si on aime ça, mais moi, ce que j'apprécie justement chez Feld, c'est l'efficacité de son design, le fait qu'il arrive à faire des jeux assez ramassés, assez courts, assez épurés en termes de règles, et qu'il soit tout de même expert dans le calcul des actions, la programmation qu'il demande, dans l'interaction, dans le contre-draft, dans l'attitude qu'on doit avoir par rapport aux autres joueurs. Pensez au Château de Bourgogne, pensez à Carpe Diem, à ce genre de références. Ce sont des jeux assez light, assez légers. Et moi, je trouve que Feld est très à l'aise dans cet exercice. Et j'ai pas envie, en fait, de le voir me faire un jeu avec des dés Château de Bourgogne plus, où on est noyé sous les actions, où on a le cerveau qui fume, etc. Ça m'intéresse pas, en fait, sur le papier. Donc, encore une fois, je refuserai pas de l'essayer à l'occasion, mais il faut que j'ai une bonne demi-journée devant moi. En plus des premiers retours que j'ai eus, ils sont pas nécessairement négatifs, mais ils trouvent le jeu trop chargé, ça confirme mes premières impressions. Et puis, ils disent qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions, donc moi, un jeu de 3-4 heures, si en plus on n'est pas en train d'interagir autour de la table et qu'on fait notre truc chacun dans notre coin, ben, ça m'intéresse encore moins parce que je vais m'endormir en fait. Je vais commencer à perdre mon attention. Donc voilà, Civolution, j'ai vraiment peur de l'usine à gaz, j'ai peur des parties interminables, et pourquoi pas l'essayer un jour, mais a priori c'est pas pour moi. Et enfin, le top 1, le jeu qui récolte le plus de likes sur la Geeklist du Spiel 2024, c'est SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, un jeu de chez CGE, les Tchèques de CGE, qui sont capables du meilleur, comme Tzolk'in ou comme Kutna l'année précédente, vous le savez, mon jeu préféré de SN 2023, mais aussi du pire, comme avec Adrenaline, qui était vraiment raté, ou encore pire, Pacte avec le diable, Deal with the Devil, qui a été un ratage complet. Donc, CGE, voilà, on sait qu'ils vont mettre beaucoup d'amour dans leur jeu, on sait qu'a priori le développement va être au rendez-vous, mais on n'est pas à l'abri du plantage. Et ici, SETI, moi je suis complètement hermétique à la proposition. Alors, donc c'est un jeu qui mise tout sur son thème, en fait, autour de la recherche d'intelligence extraterrestre, de vie extraterrestre, c'est dans le titre, avec ce plateau qui va
tourner avec plusieurs roues et une révolution qui va se faire autour du soleil, avec encore une fois un matériel très chargé, un jeu qui prend beaucoup de place et qui va dans tous les sens, les astres qui sont autour, qu'il va falloir aller explorer, on va vouloir placer nos cubes, monter sur des pistes, etc. Et en fait, c'est le paradoxe, c'est que, a priori, le jeu a un thème, certes, très poussé, avec l'auteur qui est un passionné d'astronomie, etc., mais en même temps, on est sur une mécanique qui a l'air tout ce qu'il y a de plus basique. On est avec, 200 cartes différentes, des cartes qui vont avoir du texte, donc moi j'ai peur que en version originale, le jeu soit un peu plus difficile à appréhender, même si on n'a pas de souci avec l'anglais. Ça sera sûrement plus fluide si on attend la VF de Yellow qui doit arriver normalement d'ici la fin d'année. Ce sera peut-être pour début 2025 s'il y a un peu de retard, mais voilà, il y aura peu de temps écoulé entre la sortie de la VE chez CGE à Essen et la version française par Yellow. Donc ça donne pas envie, encore une fois, de foncer tête baissée. Et voilà, d'après mes éclaireurs qui l'ont vu à Vichy, vraiment, en termes de mécanique, c'est pas très excitant, quoi. Donc, pourquoi pas l'essayer sur le salon, même si, vu le poids du jeu, pas sûr qu'on aura l'occasion de faire une partie complète. Et sinon, moi, je pense, attendre la VF. On aura du coup les premiers retours de la VO pour voir à quel point c'est bon ou pas, à quel point il y a un vernis à gratter derrière ce thème qui, a l'air effectivement bien préparé, avec des références à des vraies missions spatiales, des vraies planètes, des vraies découvertes, etc. Mais moi, je suis complètement hermétique à ça. L'espace, que ça soit science-fiction ou vraie science, l'aérospatiale, tout ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc si c'est votre cas, vous êtes peut-être très hypé. Mais moi, c'est avant tout la mécanique sur laquelle j'ai envie de me pencher. Et SETI n'a pas l'air de briller par son originalité. Donc, si c'est juste de l'esbrouf matériel d'avoir un joli plateau qui tourne, moi, pour l'instant, j'attends de voir. Vraiment, j'attends de voir. Eh ben, on accueille Fragment de Page, Mounir, Baïbé, qui va être avec nous pendant toute la semaine. On est au salon, là, au moment, là maintenant, on est sur le salon, on est en train de jouer à des trucs, de voir des choses. Après, faut qu'on aille manger. Faut qu'on aille manger un currywurst. Okay. Donc, on est là pour vous parler de nos attentes. On va vous faire un top 5 personnalisé. Donc, je vous l'ai dit, moi, il n'y a pas beaucoup de gros jeux qui ont retenu mon attention. Dans les trucs qui buzzent, etc. C'est pas nécessairement ça qui m'attire. Et de manière générale, il n'y a pas d'évidence, je trouve, à ce salon d'Essen. Il n'y a pas un jeu qui met tout le monde d'accord, que tout le monde veut voir absolument. Non, je suis d'accord. Mais pour autant, il y a quand même des trucs qui ont retenu mon attention. Donc du coup, ça va être des jeux un peu plus petits ou moyens, initiés par là. Toi, il y a quand même des gros jeux qui te hype. Oui, il y a quelques jeux qui ont attiré mon attention. Maintenant, j'ai pas vraiment de jeu où je me suis dit, waouh, celui-là. Ou peut-être un. Ok. Peut-être. On va voir. On débute par des mentions honorables, du coup, t'as quelques mentions honorables C'est surtout qu'il y a les extensions de voyageurs, d'érudits et de forêt mixte, qui sont des jeux de cœur. Donc forcément, ces jeux-là, forêt mixte, ça va ajouter quelque chose. C'est des extensions, tu penses que tu vas carrément les acheter Ah non, je vais l'acheter en français quand même, parce que là, vraiment... Et pour les extensions, j'ai au moins envie de voir pour érudits et voyageurs ce que ça donne, parce que comme je suis un fanboy un peu, je vais aller voir ça, forcément. Sinon, qu'est-ce qu'il y a comme autre jeu Il y a Saltfjord, c'est ça ? Ouais, Saltfjord. En fait, moi, Saltfjord, je possède le jeu original, en fait, Santa Maria, voilà. qui est très bien, qui est vraiment laid, qui est passé de mode esthétiquement. Donc, je comprends qu'il le refasse. Même dans le thème. Ouais, mais techniquement, moi, je sais que j'ai vu qu'il était sur pas mal de listes, etc. Moi, c'est pas un jeu que j'ai retenu parce que... Franchement, quand je possède... C'est comme un Endeavor au profond, tu vois. Quand je possède déjà le jeu original, faut vraiment y aller pour que j'ai pas envie de repasser à la caisse. Surtout que moi, j'aime bien garder les vieux jeux. Et même s'ils ont moins de modularité, j'aime
quand même bien la saveur du truc à l'ancienne, très simple, très épuré. Donc, ouais, je te comprends. Voilà. J'ai quand même envie d'aller le voir un peu ce que ça donne, parce que moi, je le possède pas et j'avais bien aimé mes quelques parties. Donc, j'irai bien le voir, même si notre ami Z Garcia de Dice Tower, il dit que la typo, elle est dégueulasse, elle devrait pas être là. Et j'avoue que quand on voit la typo, ouais, on sent qu'elle a été vraiment rajoutée et que c'est pas tip top, quoi. Je pense qu'on pouvait faire mieux. Mais sinon, donc c'est une refonte de Santa Maria et moi, j'ai envie d'aller voir ce que ça donne en tout cas. Ouais, bah c'est beaucoup plus joli que l'original. Donc Santa Maria, c'est un jeu de draft de dés où on récupère des dés, on va les descendre en colonne ou parfois en ligne sur son plateau pour activer toutes les cases par lesquelles on passe et on va pouvoir enrichir son plateau petit à petit. Donc c'est un jeu un peu engine building, on monte en puissance. C'est assez salade de points, mais c'est intéressant. C'est de l'interaction plutôt indirecte, du coup, sur le draft de dés. Mais moi, c'est un jeu que je prends toujours du plaisir à sortir. Donc, c'est vrai que s'ils l'ont un peu reboosté, qu'ils l'ont modernisé et tout, ça peut être une bonne surprise. Sinon, il y avait Endeavor dont tu parlais Endeavor au Profonde. Ben voilà, moi j'ai joué ici avec toi avec l'ancienne version, ça m'a beaucoup plu, mais moi j'ai pas la boîte. Donc si jamais, franchement, je la trouve assez attirante, même le jeu lui-même, les couleurs et tout, ça n'a rien à voir du coup avec thématiquement et surtout dans le design, pas le design mais les illustrations, etc. Ça a l'air plus lumineux et si c'est le même jeu ou quasi le même jeu, moi je suis déjà un peu hypé, quoi. Okay. C'est un jeu que tu pourrais acheter. C'est un jeu que je pourrais acheter, ouais. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a quand même pas mal de différences. Il y a une version coop aussi. Ah oui. Il y a un feeling qui est quand même différent et tout. Donc, franchement, moi, effectivement, autant j'ai pas envie de le racheter parce que j'ai déjà un jeu dans cet univers, autant je serais curieux de l'essayer. Ouais. Et peut-être que derrière, si j'avais vraiment des sensations différentes, ça pourrait me convaincre. Les premiers tours sur les réseaux, parce que là, il est dispo en boutique, hein, les premiers tours sont vraiment positifs. Donc, mais oui, là, c'est pas un jeu qu'on va récupérer à Essen de façon exclusive. Non, exactement. C'est vraiment, tu vas profiter de le voir sur le salon, mais la hype est forcément moins forte parce que tu sais que tu peux l'acheter en boutique chez nous, quoi. Mais t'es d'accord que si jamais certains ne possèdent pas le jeu, ça vaut vraiment la peine d'aller le voir. Carrément la peine de se pencher dessus parce que c'est un excellent jeu. Il y a une excellente base en fait, et celui-ci renouvelle pas mal les sensations apparemment. Donc qu'on possède ou pas, le jeu a l'air intéressant. Ouais. Moi, je vais mentionner rapidement. En fait, ça, c'était dans ma liste. Techniquement, c'était même quasiment au sommet de ma liste. Pourquoi ? Parce que c'est Tom Lehmann, l'auteur de Race for the Galaxy, mon jeu préféré. Et c'est du jeu de défausse, pas de pli. Donc, c'est un peu comme du pli. Il y a des logiques qui sont similaires, mais tu dois essayer de te débarrasser des cartes de ta main le plus vite possible. C'est très à la mode. Il y en a eu plein à Vichy, soit des jeux de pli, soit des jeux de défausse. Il y en a aussi plein sur le salon. Celui-ci ne va pas révolutionner le genre, mais il le fait vraiment très bien. Il y a des pouvoirs assez intéressants qui vont te permettre de donner des points à ton adversaire, mais en même temps tu prends la main, ce qui peut te permettre de choisir les cartes que tu vas abattre. Tu peux piocher entre les tours, donc c'est contre-intuitif dans un jeu de défausse de piocher des cartes, mais ça te donne plus d'options. Mais il y a de la prise de risque aussi, parce que si l'adversaire finit sa main avant toi, il va scorer 1 point de plus par saut que tu as pris, saut que tu prends quand tu pioches des cartes comme ça entre les plis. Donc il y a plein de bonnes idées. Si vous aimez les jeux de défausse, celui-là est bien parti pour être une des références du genre. Maintenant, on ne ressent pas la patte de Tom Lehmann, de Res Arcana, de Race for the Galaxy avec le côté combo. C'est vraiment un jeu de défausse. Avec un thème dynastie chinoise très très fort. C'est très très documenté. Donc ce soir, après le salon, on le teste alors. Ah bah bien sûr. on va embarquer la boîte. Je remercie d'ailleurs Simon du Passe-Temps qui m'a envoyé sa boîte, qui me l'a glissée comme ça dans un colis pour que je puisse l'essayer en avant-première. Et voilà, ça sort là chez Matago. Et si on aime les jeux de défausse, c'est du très très lourd. Mais forcément, je le sors un peu de ma liste par définition. Il y avait juste encore, je repense à ça, il y avait quand même sur les traces de Marie Curie, même si maintenant on en a beaucoup entendu parler, on a découvert un peu plus les mécaniques, on sait que c'est plus un jeu initié, donc c'est plus vraiment comme le petit jeu d'initiation familiale qui était sur les traces de Darwin, avec sa petite tour de dés qui fait parler, enfin c'est pas tour de dés, c'est tour à cube, voilà, qui fait parler d'elle, et moi je suis toujours curieux d'aller voir ce que ça donne en tout cas.
peut-être même de l'acheter, parce que de toute façon, c'est, à mon avis, je suis presque convaincu d'avance. Mais encore à voir. Bah oui, en fait, aller voir sur les traces de Marie Curie, ça sera aussi l'occasion d'aller faire un coucou à Sorry We Are French, Yes. Qui sont des gens qu'on aime bien et dont on apprécie beaucoup le travail. Et d'ailleurs, un des gros Eurogames de l'année pour nous, c'est Shackleton Bay. Certes. Oui, c'est vraiment un jeu que... là, on a eu l'occasion de jouer plusieurs parties. Moi, ma première partie, je sais plus pour toi, mais... Moi, oui, on était tous les deux assez décontenancés, on n'était pas sûr d'aimer. Exactement. J'en parlais dans la pile, et c'est vraiment en faisant 3-4 parties que tu commences à vraiment et savoir ce que tu fais, et comprendre les subtilités. Je vois beaucoup de gens hésiter sur le fait que c'est un jeu à modules, Oui. mais en fait, les modules sont secondaires, le cœur du jeu reste le même, et ils viennent apporter des petites subtilités de scoring, des petites subtilités dans l'interaction, etc. Maintenant, ça joue quand même. Hein. Je pense que les gens vont avoir peut-être même, au lieu de se dire oh j'ai plein de modules, c'est pas on a plein de modules, mais peut-être vous allez avoir vos modules préférés. Parce qu'il y a quand même des petites spécificités qui font qu'on joue un petit peu autrement. Bon, comme tu dis, c'est que le cœur du jeu reste le même, mais il y a vraiment des modules où vous allez plutôt essayer d'avoir telle carte, d'autres qui vont avoir de l'influence sur le plateau, etc. Donc peut-être vous aurez juste vos modules préférés. Et donc c'est un peu... le jeu peut s'adapter à tes goûts, à l'expérience que tu as envie de privilégier, et ça c'est plutôt chouette. Oui, puis ça apporte quand même de la rejouabilité. Et alors sur ce jeu, moi je l'aime vraiment bien parce que je trouve que l'interaction elle est vraiment là. Dès deux joueurs, il y a une interaction qui est forte, qui peut être assez frustrante parce qu'on va te piquer des ouvriers qui ont été placés sur le plateau, et il y a des majorités le plateau s'échelonne bien en fonction du nombre de joueurs, parce que dans chacune de ces zones-là sur le cratère lunaire, on ne peut placer qu'une structure de chaque taille, une structure par joueur. Donc, c'est paradoxal, le plateau a l'air vraiment très étendu, et en vrai c'est assez restrictif. C'est vraiment... donc c'est assez fin et assez incisif, et c'est un jeu qui gagne à être joué. C'est ça, et je trouve en plus qu'il devient de plus en plus fluide. Par exemple, là on vient de jouer à Esdras, moi c'est, je sais plus, Esdras et Néhémie, je crois que c'est la 4e partie. J'ai encore un peu d'AP, j'ai encore des moments où je me dis oulala comment je vais faire. Par contre, je trouve qu'à Shackleton Bay, il gagne à être joué, et ça peut aller assez rapidement pour un jeu de ce type-là, je trouve. Tout à fait. Donc voilà, si vous êtes sur le salon, n'hésitez pas à passer voir le jeu, il va être en démo pendant En plus, pendant souvent, toute la semaine. je sais pas comment sera aujourd'hui, on n'est pas encore passé sur leur stand, mais je pense que ils ont souvent pas mal de tables. On avait joué à Zango l'année passée. Ouais, puis c'est toujours l'occasion de discuter avec l'équipe qui est francophone et qui est très chouette. On attaque le top 5, on va vous faire nos top 5 respectifs, et en bonus, on aura un top 3 de l'ami Benjamin, que vous verrez dans la vidéo de demain, et un top, je sais plus, quelques highlights de notre ami Chloé. Donc voilà, comme ça vous fait une sélection éclectique. On va attaquer avec ton top 5, c'est Asian Tigers. Oui, Asian Tigers, donc c'est les 4 entités économiques d'Asie qui sont très fortes. On les appelle aussi les 4 dragons. C'est donc, que je dise pas de bêtises, Hong Kong, Taïwan, Singapour et la Corée du Sud. Et c'est un jeu qu'on promet assez interactif. Moi, j'ai regardé assez vite fait, mais j'ai été directement happé par le fait que ce soit un euro et qu'il soit interactif. Alors certes, il y a eu une petite polémique parce qu'il y aurait eu l'utilisation d'IA pour la cover. Le communiqué officiel, je ne sais pas si certains l'ont lu, le communiqué officiel de l'éditeur qui c'est Pythagoras Game disait que eux, ils n'ont jamais eu dans l'intention d'utiliser de l'IA, et d'ailleurs ils engagent toujours des illustrateurs. Cette fois-là, c'était James Churchill, dont ils sont très contents du travail, c'est-à-dire du travail qu'il a réalisé jusque-là, et eux, ils l'ont pris pour illustrer. Il se trouve qu'apparemment, James Churchill, il a utilisé des IA génératives, et donc, voilà. Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si tu embauches un illustrateur et que lui utilise des IA, l'éditeur va être ciblé par la polémique, mais en vrai, voilà, là, c'est presque un autre débat qui s'ouvre. Est-ce que les illustrateurs doivent rester dans une pratique organique? Est-ce qu'ils peuvent aussi utiliser des outils numériques? Bon voilà, on n'est pas spécialiste, on va pas rentrer là-dedans, mais ça valait la peine d'être mentionné. Et pour ce qui est de la partie au-delà de la couverture, je trouve le jeu assez terne, un peu moche, un peu grisâtre. Ouais.
Moi, ça me fait pas très envie. Comme ça, c'est vrai que les photos non plus, c'est pas ce qui m'a attiré le plus, mais il faut voir sur plateau. C'est pour ça qu'on y va. C'est pour ça qu'on est à Essen et qu'on veut voir tout en relief. D'ailleurs, on arrive. On arrive là. Faites de la place. Ok, je vais enchaîner avec mes top 5 à moi. Alors, je vous fais un package jeu de défausse. Il y avait Shu-Han qui était dedans. Et puis, il y a aussi toute une série d'autres jeux de défausse. Je le disais, c'est la mode. Il y a notamment un jeu que j'ai backé très vite parce que il est en fait signé par un de mes auteurs favoris. C'est Panda Spin. Panda Spin de Karl Schödig, qui est l'auteur de Innovation, À la gloire de Rome. C'est un auteur un peu fou, qui fait des jeux un peu où tu peux casser des choses dans les combos. Tu peux vraiment casser le jeu, t'as le sentiment que c'est fou. Et puis derrière, ton adversaire fait un autre pouvoir tout aussi fou. Et du coup, c'est assez jouissif. Et j'ai très envie de voir ça dans un jeu de défausse. Donc ça, c'est déjà backé et ça va arriver chez Matago. Et donc, j'ai pris un Essen pick-up. Donc, je vais aller récupérer ma copie sur le salon. Ça fait un jeu de plus à jouer. Si t'es curieux, on y joue ce soir. On se fait une petite soirée défausse. Et troisième jeu de défausse que je vais acquérir, c'est Yellow House. Yellow House de chez nos amis de Mandu Games qui ont été très repérés l'année passée pour Dracula versus Van Helsing notamment. Et pour après ils ont sorti Veil of Eternity, etc. Donc c'est un éditeur coréen mais qui a le vent en poupe et qui a une partie de l'équipe qui est aussi active côté francophone. Enfin en tout cas ils sont très de mèche avec BlackRock. Ils arrivent à bien s'imposer sur d'autres territoires que la Corée complètement. Et Yellow House, je suis très hypé par le thème notamment. C'est un jeu de défausse qui représente les débats entre Van Gogh et Gauguin. Magnifique. Et déjà ça, en termes d'illustration c'est splendide, et ensuite que la défausse représente des joutes verbales et le fait que quand tu places un argument c'est une carte de ta main qui défausse, rien que ça je trouve ça thématiquement ça a l'air jouissif. Le jeu de défausse c'est compliqué parce que c'est un genre qui piétine beaucoup, qui se répète beaucoup, et il faut vraiment avoir beaucoup de talent ou aller chercher quelque chose dans le thème pour arriver à donner une expérience un peu différente. Je mise beaucoup sur celui-là. Et en plus, on a le plaisir d'avoir un rendez-vous chez Mandu. Donc, on vous en parlera demain. Hein. Et ils vont nous filer une copie presse de Yellow House, plus de 2. Mais on va pas arrêter de jouer. On va pas arrêter de jouer mais c'est bien. Donc, ils vont nous filer ce jeu-là, plus 2 de leurs autres sorties, Fantastics et Yeti Snacks. Donc, voilà, c'est plutôt cool. Donc, attendez-vous à des retours sur les nouveautés Mandu dans la vidéo de demain. Et nous, on doit s'attendre à pas beaucoup dormir, je pense. Ça, et surtout moi qui fais le montage derrière, mais bon. Courage. Ok, on attaque ton top 4, et c'est Age of Automaton. Bon, alors moi, je reconnais, je suis... Les thèmes, ça joue. Avant, je disais non, le thème, peu m'importe, mais non, moi, ça joue. Et moi, les robots, Isaac Asimov... ça me parle directement. C'est un thème qu'on voit pas tant que ça en plus. On voit de l'espace, on voit de la science-fiction, mais des robots purement, il y en a pas tant. Oui, pas tant que ça. Il y avait Make a Dream. Que moyen. Ouais, qui était moyen. Et en plus, là, on les envoie dans l'espace, donc tout est combiné. Moi, ça y est, je suis aux anges, c'est bon. J'ai plus besoin d'autres informations. Mais en gros, donc, ce jeu-là, c'est un poste d'ouvrier et on va construire des robots. Essayer de les améliorer et justement on va les envoyer dans l'espace. Quand on les envoie dans l'espace, en fait, après ils seront utilisés. Nous, on va les récupérer dans notre réserve et il faudra reconstruire des robots. Donc ces ouvriers-là, on va chaque fois les perdre. Ok, c'est un placement d'ouvriers, mais des ouvriers un peu à usage unique. Voilà, c'est ça. En tout cas, qui vont avoir une durée de vie, en tout cas, c'est sûr. Et il y a aussi dedans des pistes. C'est bon, ça suffit pour moi. Et il y a un système de pistes qui sont liées à des multiplicateurs pour ceux qui voient, un peu comme dans Arborea. Et déjà ça suffit à me teaser quoi. Ouais. Et puis il y a des cartes équipements qu'on glisse sur son plateau aussi. Ça, voilà. J'ai vu passer. Ouais, donc c'est un côté montée en puissance, amélioration de plateau personnel, monter sur des pistes et tout, mais avec ce twist des ouvriers qui vont partir loin. Ça. Et donc c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a à la fois de la montée en puissance et à la fois tu dois un peu reconstruire ton. Maintenant, rien de bien original. À voir comment ça donne. Ça se trouve ça va être un pouf. On va voir. Et c'est bon, un pouf, on peut toujours s'asseoir dessus. Putain.
Ah, il fallait la faire. Ah, il y a du niveau. Alors, j'enchaîne vite, avant que tu fasses une autre blague, avec un jeu que j'avais pas considéré, et puis j'ai vu une review de Rado notamment, qui m'a donné beaucoup envie. Alors Rado, à prendre avec des pincettes, parce que le mec aime un peu tous les jeux, mais là on a quand même Simone Luciani aux commandes. Voilà. Luciani qui sort pas beaucoup de gros jeux cette année. Il fait Golden Cup, qui est une espèce de simili challengers. Oui, sauf qu'on résout les combats avec des dés. Et bon, déjà, ça m'intéresse moins parce qu'il y a déjà énormément de hasard dans Challengers, dans le côté bataille et tout. Alors voilà, rajouter une couche de dés par-dessus, j'ai peur que ça fasse trop, mais à voir. Mais par contre, celui-ci, Messos, m'intéresse. C'est un jeu très épuré, très familial, avec un système d'ordre du tour à la King Domino. Donc moi j'aime beaucoup ça. On l'a vu réutilisé notamment dans Middle Ages, que j'ai pas trop aimé, mais je trouvais que récupérer ce système était une très bonne idée. Et donc voilà, il y a ce dilemme constant de plus tu te places loin, plus tu vas avoir une grande récompense, mais plus au tour prochain, tu prendras ta carte tard. Et on a ça avec une thématique préhistoire, qui a aussi une thématique qu'on voit pas très souvent, et des illustrations magnifiques. Oui, les illustrations, j'aime des bien. Des couleurs éclatantes, voilà, ça donne très envie, ces petites cartes avec ces badges, etc. Dans un jeu très familial, très épuré. Moi, ça me fait envie, parce que je sais que ça va sortir souvent. D'après le retour de Rado, c'est pas trop à jouer à deux. C'est un jeu plutôt à jouer à beaucoup, pour profiter vraiment de ces interactions sur le placement dans l'ordre du tour, etc. Donc moi, ça me va bien, parce qu'en fait, des jeux de cartes comme ça, pour 2 joueurs, on en a une pelletée. Par contre, des jeux rapides, simples, mais avec de la profondeur, pour pouvoir jouer à 4-5, souvent ça manque un peu. Je vais pas dire que j'en ai pas dans ma ludothèque, mais je suis pas contre en avoir un de plus, surtout avec ce système d'ordre du tour que j'aime beaucoup. Oui, intéressant. Donc voilà, Luciani, on sait que quand il fait du jeu un peu plus familial, c'est pas toujours réussi, mais moi je mets une pièce sur celui-là, et les premiers retours sont assez convaincants. Ok, on verra ça. C'est parti pour ton top 3, et c'est un jeu que j'ai retrouvé dans pas mal de listes, c'est Minos. Minos avec un sous-titre L'âge du bronze, dans la Down of the Bronze Age. Donc là aussi, j'ai l'impression très classique, des pistes, et machin, etc. Mais ça a l'air solide, et c'est Board and Dice. Board and Dice qui sort vraiment un gros jeu chaque année. Ils nous ont fait les T-Games, etc. Ce coup-ci, c'est celui-là. Là, c'est Stan Kordonski, et c'est celui qui avait fait Endless Winter. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien. Salva, il aime bien aussi. Et qui a fait aussi Dice Hospital. Salva aussi, qui aime bien. Et moi, déjà, juste le fait qu'on revienne à des plateaux un peu différents, c'est-à-dire qui sont assez clairs, lumineux, un peu comme dans Shackleton Base, mais là, encore plus, parce qu'on a du blanc. On ne retrouve pas beaucoup du blanc sur les plateaux. Esthétiquement, c'est très réussi. Hein. Oui, je trouve par rapport à ce que nous a déjà pondu Board and Dice avec Till et Tom, par exemple, qui est un ratage complet au niveau du contraste des couleurs et tout ça, et un peu fade. Là, ils ont vraiment appris de leurs erreurs. Alors, ce qu'il y a, c'est... Bon, déjà, c'est un euro, comme je l'ai dit, avec des pistes, avec des cartes qu'on va pouvoir glisser en dessous, qui vont nous donner d'autres bonus, etc. C'est un jeu, quand même, il y a pas mal de bonus. On n'a pas tant d'action que ça, il n'y a que 4 manches, mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on va avoir un draft de dés, donc c'est un jet de dés au début, pour les rageux des dés, c'est juste un jet de dés au début, et un peu comme dans Coimbra, on va faire ce draft, d'ailleurs on va mettre, comme sur Coimbra, on va mettre ça sur des socles, et alors ce qui est intéressant, c'est que pour la valeur des dés, si c'est des valeurs plus basses, en fait on va les mettre ça sur une ligne d'action comme ça, et si on est au début de cette ligne d'action, on aura plutôt des actions plus fortes, et si jamais on est un peu plus loin, donc ça veut dire avec des plus grandes valeurs, par contre on aura le bonus, on pourra avancer sur les pistes. Donc en fait, les valeurs comme ça va être un jeu entre les valeurs, c'est pas simplement le 1 ou le 2, c'est plutôt est-ce qu'on va être positionné en premier, en deuxième, en troisième, en fonction de la valeur du dé qu'on va prendre. Et ce petit système de sélection, je le trouve bien. En plus, il y a aussi des cartes, une rivière de cartes, ça c'est assez classique. On va piocher soit dans la rivière, soit dans le dessus de la pile, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'on pourra, avec certains bonus, piocher dans la pile du deuxième âge. Et ça peut avoir ça peut avoir un certain intérêt. Maintenant, moi, ce que je me demande, c'est encore une fois comment
tout ça va s'imbriquer, etc. C'était juste surtout le fait de sélection, la draft de dés, déjà ça m'intéressait, et de voir comment les petites valeurs vont nous donner donc des actions plus fortes et les plus grosses valeurs des actions plus classiques. Ouais, un peu à la Château Blanc, où il y a l'intérêt de prendre les deux extrémités des dés. Oui, voilà. Écoute, ça a l'air vraiment simple et efficace. Enfin, simple, en tout cas, un peu convenu, un peu classique. Mais pourquoi pas. Il faudra voir aussi le développement, parce que Board and Dice, parfois, ils poussent pas leur jeu dans leur retranchement. Donc, moi, j'ai pas retenu celui-là pour ces questions-là, mais si je le vois émerger dans des retours, je ne manquerai pas de m'y intéresser. Ok, moi, mon top 3, c'est de nouveau un jeu un peu plus light, mais on monte en complexité, puisque c'est un jeu d'un des deux co-auteurs de La Granja. C'est Sena Valo de OD. Alors là, bon, voilà, moi, je suis pas toujours à mettre en avant l'esthétique, mais là, c'est encore une fois un jeu magnifique, très, très, très bien illustré. Et c'est un jeu 2 joueurs, où on a une reprise un peu de la mécanique, en quelque sorte, de Isle of Skye. Donc, c'est-à-dire que quand on pose une carte autour de son plateau, on va soi-même lui fixer un prix en ressources, avec les ressources qu'on a, et l'interaction va être là très intéressante, puisque comme on est à 2, on peut surveiller les ressources de l'adversaire, et donc tu peux évidemment mettre un prix en ressources qui fait qu'il n'a pas les ressources à disposition, il ne pourra pas te la piquer. Tu peux essayer de fixer un prix entre les deux en disant « Ah, j'aimerais bien qu'il me l'achète, mais s'il me l'achète pas, ça va aussi. » Ou tu peux carrément contre-drafter une carte et lui dire « Bah mon coco, si tu la veux, débrouille-toi, tu vas devoir passer à la caisse. » quoi. Donc rien que ça, j'ai l'impression que le jeu est construit autour de cette idée, mais rien que ça, dans un jeu à 2 joueurs de 45 minutes, un peu à la... je crois, d'orgie de blé, etc. Enfin, on est sur ce style de poids-là, avec de la... Mais quand même, à mon avis, connaissant le gars, avec quand même du combo de cartes, des effets qui s'imbriquent, etc. Et des illustrations magnifiques. Moi, ça me chauffe. Voilà, des jeux de joueurs, c'est pas toujours facile d'exister parce qu'il y en a quand même de plus en plus, mais là on est sur un format un peu entre deux qui peut être intéressant, et j'ai envie de voir comment cette interaction d'Isle of Skye, que d'habitude on joue à plus nombreux, peut fonctionner avec des cartes à combo et en face à face. Je pense que ça peut donner quelque chose de vraiment intéressant. De toute façon, moi, les jeux à 2 comme ça, on peut vraiment avoir un contrôle sur ce que fait l'adversaire, etc. Déjà, je suis Donc voilà, ce Navalo, il est possible que je l'achète comme ça, ou alors on va l'essayer sur le salon, on va voir, mais en tout cas, il fait partie de mes attentes. Ok. Alors, ton top 2, c'est un jeu qui, a priori, est pas dispo, est pas achetable sur le salon, il est en démo. Ok, yes. Et c'est World Order. Alors là, déjà, moi, je suis conquis par le thème. Encore une fois, moi, je me rends compte, en fait, que avant, je me disais, oui, le thème, ça me dérange pas. Mais pour finir, j'ai l'impression que maintenant, c'est le plus important pour moi, c'est le thème. Il faut bien quelque chose pour que les jeux ressortent de la masse. Et ça peut être le thème, ça peut être l'esthétique. C'est vrai que je le retrouve de plus en plus. C'est-à-dire, évidemment, il y a des mechas qui vont vraiment me plaire, etc. Mais quand il y a des jeux qui me stimulent, et ça, c'est le cas de World Order, j'y reviens plus facilement. Même si, pour être complètement honnête, donc c'est la suite spirituelle de Hégémonie. Donc Hégémonie, pour ceux qui ne se rappellent pas, on incarnait des classes, la classe moyenne, la classe ouvrière, les indépendants, les grandes entreprises, et on allait jouter comme ça, à terme de loi, d'influence, etc. C'était vraiment, on avait joué ça à l'EGA, et on avait trouvé ça magnifique, 4 heures de partie, mais intense, où on est vraiment impliqué, avec des retournements de situation. Moi, c'est on a un peu un feeling un peu euro, et en même temps, on est très impliqué, on est presque roleplay. Ouais, on a presque envie de jouer roleplay, quoi. Donc ça m'avait vraiment plu. World Order, on reprend un peu l'idée, sauf que là, on va être 4 grandes puissances, donc les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Europe. Et donc, ils ont vraiment essayé de coller à la réalité. C'est presque un jeu de stratégie géopolitique. Par exemple, pour donner
comment dire, une idée. La Russie, qui est un grand territoire ancestral, etc., elle va jouer comme d'habitude sur le côté position, contrôle de territoire, essayer de créer des États tampons avec les autres États, beaucoup d'influence comme ça, même faire des cyberattaques. Donc c'est vraiment, pour vous dire, ils sont allés loin. Les États-Unis, qui sont la grande puissance militaire, mais l'air de rien déclinante, ils vont avoir un avantage militaire au début. Donc tout est hyper thématisé. Et c'est-à-dire que vraiment, on va jouer et on va vraiment avoir l'impression d'être... de faire de la géopolitique, etc. Ça peut rebuter plein de gens. Moi, je trouve que si vous êtes intéressé par... si vous avez vraiment un intérêt profond pour les mécaniques, pour les sensations de jeu, c'est le genre de jeu qu'il faut tester. Donc moi, j'ai au moins envie de voir, de je sais pas s'il y a moyen de faire une partie sur le salon, mais on peut passer à côté et voir à quoi ça ressemble. Et même si ça, c'est le genre de jeu, tu pourrais observer 5 minutes une partie et tu sentir déjà l'ambiance. En tout cas, moi, c'est vraiment... Là, je peux dire qu'il y a un niveau de hype. Avant, c'était plus de la curiosité. Là, j'avoue qu'il y a un petit niveau de hype, même si, comme tu dis, peut-être qu'on ne pourra pas jouer... Ok. Moi, je vais complètement changer d'ambiance avec un jeu quasi familial qu'on a beaucoup vu à Vichy déjà, parce que c'est un jeu français, c'est Tower Up. Un jeu français, mais par 3 auteurs suisses, les Lartinchon. Et dans Lartinchon, il y a Chon, c'est Sébastien Pochon. Et moi, tu me dis, construire des tours dans un jeu épuré. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Avec Sébastien Pochon, entre autres, aux commandes. Ding, 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 il y a une alarme Métropolis qui s'active dans ma tête. Et c'était quoi d'ailleurs il y avait une refonte de Métropolis, non? Oui, il y a Skyrise, mais ça m'intéresse pas parce que c'est du Kickstarter qui dégueule de matos, qui a ajouté des trucs. Moi, ce que j'aime dans Métropolis, c'est son épure. Et là, dans Tower Up, on a un jeu ultra épuré. Où, à ton tour, tu vas soit prendre une carte qui va te donner des blocs que tu vas ensuite utiliser pour l'autre action qui est de dépenser des blocs pour te poser. Et là, il y a un gros côté interactif dans le placement parce que dès que tu construis sur un bâtiment, tu vas aussi alimenter les bâtiments qui sont autour. Tu ajoutes à tout ça des objectifs, des courses sur des objectifs, etc. De la tension pour aller dans certains quartiers, etc. Et c'est un jeu, de ce que j'ai compris, où il y a plusieurs niveaux de lecture. Tu peux le jouer vraiment en mode familial, chill, etc. Ou tu peux y jouer entre joueurs aguerris qui vont vraiment observer chaque fait et geste, calculer les possibilités des adversaires et les coiffer au poteau sur certaines opportunités à prendre. Et moi, ça me parle à fond. Et j'ai pu voir une vidéo de Monsieur Fall, qui était embauché par Monolith, l'éditeur qui habituellement fait du Kickstarter. Et là, c'est leur premier jeu retail. Donc on retrouve Marc Nunes, d'anciennement Asmodée, Space Cowboy, etc. Et Fred Henry autour de cette boîte. Et ils misent vraiment sur le jeu et ils ont été chercher, coup de génie de com, ils ont été chercher Monsieur Fall, donc de Trick Track, que les vieux de la vieille connaissent bien et suivent de très près. Qui est sur le vélo, là, pour le moment. Voilà, il est un peu plus sur le vélo, mais il est revenu au jeu de société pour parler de Tower Up. Ils ont fait un petit déplacement en Suisse et tout, au bord du lac Léman, interview des auteurs, machin. Et tu vois Croc, tu vois Mathieu Despnous de Cocktail Games, tu vois des vieux de la vieille, comme ça, se tirer la bourre autour de ce jeu, avec Pochon qui les surveille comme ça, qui les juge et en même temps qui leur donne un peu des conseils et tout. Et ça me donne tellement envie. En fait, je fais un parallèle avec moi et mes vieux potes et le côté, vas-y, on joue à ça, il va se passer des trucs, ça va être vite joué, ça va être incisif, ça va être nerveux et on aura envie d'en refaire une derrière et voilà. Et en même temps, tu pourras le jouer chill avec des gens qui découvrent. Donc, moi, ça me parle énormément. Et donc, je sais que c'est pas un jeu qui va, a priori, énormément intéresser les Eurogamers. Mais voilà, moi, j'ai toujours été un peu le cul entre deux chaises, entre des jeux plus experts à la Projet Gaïa, à la Barrage, et puis des jeux comme ça, qui sont d'une évidence. Et celui-là me tente énormément. Ok, à découvrir. Moi, ça me tente aussi. Alors là, je te félicite pas. Zéro originalité. Ton top 1, c'est le top 1 de la masse. Bravo, monsieur le mouton. C'est celui qui a le plus de pouces. Et dont on a déjà parlé en début de vidéo pour dire que, moi, j'attends de voir, en fait. J'attends de voir la VF. Parce que tu vas en parler, mais il y a beaucoup de cartes, etc. J'ai peur que ça soit pas hyper fluide en VO, avec ce côté des anneaux imbriqués, machin.
J'attends de voir les premiers tours, et pourquoi pas la VF, pour avoir les cartes en français, tant qu'à faire. Mais toi, en tant que fan de Terraforming Mars... Ah ouais, voilà, exactement. Donc on parle de SETI, évidemment. Donc SETI, bah, forcément, moi ça m'a parlé directement. Encore une fois, le thème. Je suis fan de SF, j'entends parler de SETI, je pense directement à des films que j'aime beaucoup, Contact, avec Jodie Foster, Matthew McConaughey qui allait devenir le personnage principal de Interstellar, un des films que j'ai adoré. Enfin bref, moi je suis hypé à mort. Juste on m'a dit SETI. T'en places une pour For All Mankind aussi Oui, For All Mankind, une série, une uchronie, mais on en reparlera une autre fois. Allez voir. En gros, ce jeu, comme tu l'as dit déjà, donc SETI c'est quoi? C'est un projet pour rechercher des preuves de vie extraterrestre. Donc quand je dis SF, c'est pas vraiment de la SF, puisque le SETI existe. Oui, voilà, c'est de la vraie science. Donc, en gros, ils utilisent plusieurs outils, dont on va dire des grandes antennes pour essayer de capter au plus loin, utiliser des satellites qui sont des télescopes qui sont placés dans l'espace pour essayer d'aller voir de plus en plus loin et essayer de découvrir donc des preuves d'intelligence extraterrestre. En gros, déjà dedans, il y a 200 cartes, ça me parle, 200 cartes, on est là, je repense à Terraforming Mars, je me dis, j'ai envie d'y jouer maintenant, mais on est au salon, là, on peut pas faire Terraforming Mars. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, c'est décrit comme un jeu mid-heavy, c'est-à-dire que c'est pas un gros jeu, donc ce sera accessible à plus de gens, ça va peut-être inciter plus de gens à aller vers ce... Moi, je trouve en plus, on m'a dit, oh, la cover, c'est horrible, je sais plus où j'ai lu ça, où j'ai entendu ça, moi, je la trouve. Ouais, non, elle est cool. Non, mais mid-heavy, c'est un peu comme Kutna Hora l'année dernière, que moi j'ai adoré. C'est ce côté peu de règles, mais la profondeur est dans l'interaction, en fait. Et moi, c'est les jeux experts que j'aime. C'est pour ça que moi, je suis pas fan de Vital Lacerda et tout. J'aime quand on a peu de règles, qu'on peut vite rentrer dans la partie, et que c'est les décisions qui vont être expertes, plus que la quantité de règles à absorber. Bon, encore une fois, un peu à la manière de Terraforming Mars, on va utiliser des cartes. Pour utiliser ces cartes, on va payer des ressources. Et dans les actions, encore une fois, dans le thème, ça me plaît, on va envoyer une sonde, on va faire atterrir une sonde, on va essayer d'analyser les données, améliorer l'équipement. Alors, je sais que pour plein de gens, ça paraît très rébarbatif, mais moi, quand j'entends parler du rover Persévérance, c'est des choses qui me parlent parce qu'au quotidien, je suis... voilà, c'est ça, tout ce qui est conquête spatiale notamment. Bah, c'est évidemment le cas de l'auteur, hein. C'est un grand fan de toute cette matière-là, il a injecté ça dans son jeu. Ça ne suffit pas à faire un bon jeu. Ça ne suffit pas à faire un bon jeu, donc on va voir si déjà, est-ce que ça ressemble un peu à Terraforming Mars ou on s'en éloigne assez bien, et comment ça s'imbrique. Voilà, moi j'ai juste envie de le tester. Vraiment, j'espère que là je pourrai le tester. Et si je peux pas le tester, je vais faire une crise. Vous allez me voir, c'est moi. Si vous voyez près de SETI quelqu'un qui crie, c'est moi. Et enfin, mon top 1, je vous le fais assez rapidement, c'est Katmandou de Stefan Feld. Ben oui, voilà, on se refait pas. Feld est probablement l'un de mes auteurs préférés. Je suis pas du tout un Yankee de la City Collection. Je déteste la politique tarifaire de Queen Games. Mais voilà, quand Feld sort un jeu original, un nouveau jeu original dans ce même calibre-là que, par exemple, Marrakech. Voilà, la dernière fois, j'ai pas backé Marrakech en me disant « Oh, c'est un nouveau jeu, j'ai pas trop de recul dessus. » Et il s'est avéré que c'était vraiment un excellent jeu. Donc là, Katmandou, je me suis dit « Je fais pas la même erreur 2 fois, j'y vais. » Il y a plein de choses qui me donnent très envie dans Katmandou. C'est un jeu où on lance nos dés et à chaque tour sur nos 5 dés, on va en utiliser 3. Donc il va y avoir des décisions un petit peu à la Château de Bourgogne. Qu'est-ce que j'utilise, de quelle façon on va gagner une ressource de la couleur du dé, le nombre de points sur notre dé va nous dire de combien de cases on peut bouger notre yak. Et donc il va falloir planifier son parcours comme ça, à quel point est-ce qu'on se dépêche, parce que c'est un jeu de course, et ça aussi moi ça me fait très envie, parce que ça me rappelle l'Oracle de Delphes, un autre jeu de Feld que j'aime bien, qui dit course et Feld dit probablement un aspect moins salade de points que d'habitude, plus épuré, et ça c'est pas pour me déplaire. On va devoir faire attention au stockage sur notre plateau personnel, faire des petits combos entre les couleurs de tuiles yak qu'on a au-dessus de notre plateau et les endroits sur lesquels on se déplace, et puis en cours de route on va pouvoir faire des arrêts, aller visiter des temples pour gagner des pouvoirs spéciaux, etc.
Donc moi ça me donne très 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 envie, je suis hyper client de ce que fait Stefan Feld. Je trouve les illustrations et l'esthétique très réussies. Voilà, il y a ce côté course, hein, quand on atteint Katmandou, ça va mettre fin à la partie, et si on est le premier, on a un gros bonus de points. Mais encore une fois, si on fait des arrêts en cours de route, on va scorer ailleurs, on va avoir d'autres bénéfices, donc il va falloir bien équilibrer tout ça. J'ai très envie, j'ai très hâte, j'ai déjà précommandé le jeu et je vais avoir très envie d'y jouer. J'espère que ça sera un petit peu plus light à sortir que Marrakech, parce que Marrakech, mine de rien, la mise en place et la durée de partie font que je le sors pas aussi souvent que je le voudrais. Et j'ai très peu profité de l'extension, par exemple, de Marrakech. Donc j'espère que Katmandou va être un des jeux de Feld qui va marquer l'année à venir. On termine la vidéo en mode podcast parce que je vais vous déclamer en vrac les attentes de nos camarades qui sont du voyage avec nous. Benjamin, vous le connaissez bien si vous êtes sur la chaîne depuis quelques mois. On l'a pas beaucoup vu dernièrement, mais là, il est bien présent avec nous et il attend notamment en 3e position Faraway, le peuple du dessous, l'extension de Faraway. Donc Benjamin, il y a énormément joué sur Board Game Arena et là la promesse d'avoir tout simplement du contenu en plus, d'avoir un petit peu de variété supplémentaire, des nouvelles façons de scorer en fonction des icônes, tout ça, ça le chauffe bien, c'est du more of the same, mais on prend avec plaisir. En 2e position, on retrouve Rezafa de Vladimir Suchy. Benjamin, éternel client de Vladimir Suchy, il avait déjà acheté Evacuation l'an dernier, qui nous avait pas mal déçus, mais Benjamin, lui, en tient pas rigueur et a envie de se pencher sur Rezafa. Bon, on est sur du sushi qui dégueule, encore une fois, de matériel. Moi, j'avais commencé à lire les règles, j'ai abandonné. Il y a un peu de tout, il y a du plateau personnel, il y a de l'utilisation de cartes, il y a de la pose de tuiles. Voilà, j'ai pas été voir plus loin. Je l'essaierai si l'occasion se présente, mais personnellement, je ne suis pas plus hypé que ça. Et enfin, en première position, Benjamin attend Bus, la réédition de Capstone Games, d'un Splotter, d'un des premiers Splotters, un jeu de 1999 qui a excellente réputation. Bus, c'est ce jeu très interactif, très épuré, où il va falloir, évidemment, comme le nom l'indique, mettre en place des lignes de bus pour transporter des passagers et les emmener dans leur routine métro-boulot-dodo, en fonction de l'horloge sur le plateau. Des fois, ils vont vouloir aller au travail, des fois, ils vont vouloir rentrer chez eux, etc. Et vous voulez récupérer ces passagers pour marquer des points. C'est un jeu où on n'a que 20 marqueurs d'action pour toute la partie, et il va falloir les utiliser à bon escient, parce que vous devez en utiliser 2 minimum par tour. Vous pouvez en utiliser plus, mais attention, quand vous n'en avez plus, vous arrêtez de jouer, tout simplement, et vous regardez les autres jouer. Donc ça peut être assez tendu, je pense, dans les premières parties. Mais moi, j'aime beaucoup ces 2 pages de règles, c'est hyper interactif, ça me donne très très envie. J'ai reçu la version Kickstarter, là, un petit peu avant le début du salon. On va essayer d'y jouer très rapidement pour vous faire un retour. On enchaîne avec les attentes de Chloé, qui nous a pas vraiment fait un top 3, mais qui nous met quelques points d'attention, comme ça. Notamment le jeu auquel elle a le plus envie de rejouer, Explorers of Navoria, qui, si vous avez bonne mémoire, était le coup de cœur de Chloé l'année dernière, et elle a envie de savoir tout simplement si le jeu la hype toujours ou pas. Explorers of Navoria s'est passé par Kickstarter, moi je l'ai backé, on doit le recevoir très bientôt. Le jeu sera présent sur le salon, mais avec des copies réduites. Ils ont eu quelques problèmes de livraison. C'est pas grave, hein, on va pouvoir le recevoir d'ici quelques semaines. Et il arrivera aussi en VF chez Silex début 2025, si je ne m'abuse. Donc voilà, Explorers Navoria, c'est ce jeu très coloré, très agréable, très plaisant. On va explorer le monde de Navoria, placer des petits pions sur le plateau pour activer des actions. Plateau qui est gigantesque, qui est splendide, et c'est tout choupi, c'est vraiment très agréable, très feel good. Donc moi aussi j'ai très hâte de recevoir ma copie. Quelques jeux qui intriguent Chloé, Moving Wild, ce jeu de draft de chez Oin Games, localisé en VF par Pixie, hyper efficace, un petit peu
solo dans son interaction, dans le puzzle qu'il propose, mais un très très bon candidat à un jeu de draft à la fois malin et rigolo dans son thème. On doit placer des animaux dans des enclos. Polaris, qui intrigue Chloé pour son thème également et son visuel. On n'en sait pas beaucoup plus. C'est un jeu qui est co-signé par Simone Luciani également, donc c'est toujours gage de qualité. Un jeu de majorité, donc probablement très abstrait, même si voilà, on voit comment le côté polaire peut au moins habiller esthétiquement le plateau. Et puis Valkyries, qui, Chloé nous dit, ne ressemble à rien de ce que je connais. On est sur cette esthétique très cartoon, avec un côté gestion de main, des cartes à usage multiple, un mouvement dans une grille, donc tout ce qui est manipulation de cartes, mais avec un côté aussi à cocher également, des affrontements qui vont se représenter sur une grille au milieu, donc ça a l'air très cool. Moi-même je suis intrigué. Et enfin, dans les petits originaux que Chloé a hâte de tester, Orapa Mine, cette espèce de démineur, donc où on va devoir jouer sur le côté déduction, petit côté vraiment à l'ancienne, un jeu asiatique qui a l'air épuré mais très efficace. Et puis Warp and Weft, un petit jeu, c'est pas facile à dire, un petit jeu de draft où on va récupérer des petites boucles de tissu, des espèces de bracelets qu'on va devoir assembler après comme ça pour essayer de scorer des objectifs. Ça me fait un peu penser à Canva sur le principe, donc un jeu très chill où on va récupérer des éléments certes pour scorer, mais surtout pour faire des trucs un peu jolis qui nous plaisent et on va un peu s'en foutre du comptage des points au final. Ça a l'air d'être complètement dans cette vibe-là. Et même si c'est probablement pas le genre de jeu qui va s'installer durablement dans les ludothèques, en découverte, ça peut toujours être agréable et ça peut être aussi une passerelle pour intéresser certaines personnes un peu plus réticentes au monde du jeu. On termine ce tour des attentes de l'équipe avec celle de Samuel, c'est le compagnon de Chloé, donc forcément il y a des choses qui se recoupent, mais bien sûr le jeu que Samuel attend le plus, c'est Wonder Bowling, bien sûr, ce Party Dexterity Bowling Game. Comment faire mieux que ça? Comment avoir un niveau de hype plus élevé que ça? Bon, ok, il y a quand même d'autres jeux. Samuel a une shortlist d'une bonne quarantaine de jeux, mais parmi ceux-là, il y en a vraiment que 3 qui retiennent son attention. Il mentionne tout de même à quel point Thomas Holek, donc l'auteur de SETI, fait une entrée fracassante, parce qu'il sort de nulle part, et là il sort 3 jeux sur le salon qui ont tous l'air assez impressionnants. Donc au-delà de SETI, dont on vous a déjà beaucoup parlé, il y a Galileo Galilei, un jeu où on incarne un astronome qui là aussi découvre des planètes, donc on est sur une esthétique très différente de SETI, à une époque différente, mais sur une thématique qui a des éléments similaires, donc on va devoir convaincre l'église que oui, la Terre tourne autour du Soleil. Ils vont nous envoyer l'Inquisition aux fesses. On va utiliser notre télescope. C'est une sélection d'actions. Il y a 5 actions différentes. On drafte ces actions et puis après il y a un système de majorité. Voilà, Samuel a lu les règles et attend beaucoup ce jeu de Thomas Holek. Et le troisième jeu de Thomas Holek que Samuel a retenu, c'est Tea Garden. Moi, Tea Garden, j'avais vu la vidéo de Jacob Pose des ouvriers. Ça a l'air sympathique, mais assez light. J'ai eu des premiers tours pas complètement extatiques, hein, donc je le surveille de loin. Mais là, on n'est pas du tout sur l'astronomie, hein, on est donc sur le commerce de thé, avec un système de feuilles de thé qui vont vieillir. Le thé vert va devenir du thé noir, il va monter en valeur, etc. Le jeu est très beau, très coloré, c'est édité chez Albi. Ça a l'air chouette, mais personnellement, je vais pas foncer. Si Samuel l'achète, je l'essaierai avec plaisir. Et enfin, le dernier must-have sur la liste de Samuel, donc il est sûr quasiment d'acheter après la lecture des règles, c'est Algae Incorporation. C'est un jeu avec des arbres de technologie, une dimension économique, plein de pistes sur lesquelles on va monter, du placement de tuiles. Il y a ce côté tableau building, on a un plateau unique avec une forme d'asymétrie, on a choisi un département et on va devoir s'adapter à ces spécificités. On va donc évidemment monter en puissance au fil de la partie, on va engager des employés, on va avoir cette ligne de production qu'il va falloir
optimiser et évidemment surveiller ce que font nos adversaires. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. De loin, le jeu m'a l'air un peu fade. C'est pas très explosif en termes de couleurs, etc. Mais en termes de mécanique, c'est un peu tout ce qu'on aime, hein, ce côté tableau building, ce côté montée en puissance, etc. Donc moi, je suis également curieux de l'essayer si mon collègue l'acquiert. Et enfin, histoire de pas vous laisser que sur de la hype et de quand même faire du bien à votre porte-monnaie, de quand même tempérer les attentes, voici les jeux que j'ai sortis de ma liste après avoir lu les règles. Donc vous le savez, avec la Geek List, on peut faire une short list, une liste intermédiaire, et puis petit à petit, quand on a le temps, on lit les règles et on sort des jeux de sa liste, parce qu'on ne peut pas évidemment tout acheter. Bon, il y a d'abord évidemment Flip 7, un stop ou encore assez idiot avec de l'interaction un peu méchante, on peut balancer des cartes spéciales sur la tronche de nos adversaires. Voilà, en fait, Flip 7, il a déjà été importé non seulement par Golden Meeple, mais aussi par le passe-temps. Il va être édité en version française chez Catch-Up. Moi, j'en ai déjà fait quelques parties, et je trouve ça pas si fou que ça. Pour moi, ça fait un petit peu doublon avec Hit Extreme. C'est vraiment le même genre de jeu. C'est du stop ou encore bête et méchant. Donc, c'est sympa, mais je dirais pas que c'est le jeu qu'il faut aller récupérer sur le salon. On a Undergrove, le nouveau jeu d'Elisabeth Hargrave chez AEG. J'ai jeté un œil. C'est vraiment Wingspan chez les champignons. Je suis pas fan de Wingspan, donc de mon côté, c'est le OSEF total. Et je pense que, franchement, ça va être compliqué de rendre les champignons aussi sexy que les oiseaux, voire les dragons de Wingspan. Donc je suis curieux de voir comment ce jeu-là va s'en sortir. On a Flatiron, un jeu de 2 joueurs par les auteurs de Cathédrale Rouge et de White Castle. Je l'ai retrouvé dans pas mal de listes. Moi, je suis pas toujours fan de leur design, donc j'y allais un petit peu à reculons. J'ai vu des premiers retours à Vichy, et le jeu était apprécié sans plus. Il n'a pas laissé une vraie grosse impression à ceux qui l'ont essayé. Donc moi, c'est sûr que je passe. Il y a Waffle Time chez AEG. Ça a l'air proche de ces jeux de placement de tuiles très solo, très puzzle, à la Gingerbread House, etc. Le thème m'a fait rigoler parce que c'est vraiment un jeu sur les gaufres, mais j'ai lu les règles, ça va pas plus loin que ça révolutionne vraiment rien, et donc je pense pas que ça mérite de passer le cap. On vous a déjà mentionné Beyond the Horizon, Golden Cup et Salt Fjord, j'ai expliqué pourquoi je les avais sortis de ma liste. Il y a aussi Arctic, le nouveau jeu de Ludonote chez Cédric Lefebvre. Je trouvais la couverture très jolie, mais ça semble vraiment trop simple après lecture des règles, avec des mouvements de jetons qu'on va faire pendant toute la partie, qui vont servir qu'à gagner des majorités à la fin. Ça me paraît un peu bof. Franchement, je suis pas emballé à la lecture des règles, même si peut-être que certaines familles y trouveront leur compte dans le côté tout choupi. Superstore 3000, un jeu de placement de tuiles chez Space Cowboy. J'ai entendu dire que c'est mauvais. Moi, ça me suffit à passer mon tour. Cities, un autre jeu qui buzz pas mal, qui est chez Devir. C'est du Phil Walker Harding, c'est encore de la pose de tuiles avec du contre-draft dans une rivière, vraiment, et des objectifs à remplir. Vraiment, je trouve que on a vu ça 100 fois, j'en ai marre de ces jeux-là, et même si j'ai vu des retours positifs à Vichy, moi j'ai envie de jeux qui changent un peu, quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir déjà ça 10 fois dans ma ludothèque. Il y a Rebirth de Rainer Knizia, un jeu avec une couverture magnifique, un jeu de placement de tuiles très épuré, hein, comme Knizia sait en faire. Tu places une tuile par tour à la Carcassonne et tu vas déclencher des scorings à la Cascadero. Et en fait, moi ça me semble trop proche de Cascadero, dont je vous ai déjà parlé dans un épisode de la pile. Ça a l'air presque trop épuré, un petit peu trop simple, donc c'est sans doute très bien, mais personnellement je suis pas très hypé, je passe. Et enfin, Fisher de Friedman Freeze. Celui-là, j'ai pu l'essayer à Jean Blue Ludique, le salon organisé par Golden Meeple. Et bah, c'est du pli avec des effets spéciaux, et on constitue sa main pour les prochaines manches, mais sur le papier, c'est vraiment intéressant, le côté évolutif, etc. Friedman Freeze a vraiment mis tout son talent pour les jeux évolutifs là-dedans, mais ça se joue en 8 manches. La partie a duré 50 minutes et j'ai trouvé ça interminable. Je trouve ça trop long, je trouve aussi ça un petit peu chaotique. On a du mal à maîtriser, à comprendre ce qu'on fait. Donc voilà, des jeux de pli, j'en ai déjà des tas et des tas dans mon étagère, donc je passe sur celui-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Essen, c'est que le début, on est qu'au jour 1, donc rendez-vous dès demain pour une vidéo tournée
sur place depuis Essonne avec nos impressions sur tout ce qu'on a pu voir sur la journée du jeudi. Il y aura du retour de rendez-vous presse, il y aura des jeux qu'on aura joué sur le salon, qu'on aura joué le soir à notre logement. Donc vraiment, n'hésitez pas. N'oubliez pas le meet-up samedi, après-demain, à 11h au Hall 7. Vous avez toutes les infos un petit peu partout. Et puis, si vous voulez soutenir notre démarche, ce truc un peu fou de faire une vidéo par jour pour vous informer un maximum, bah vous le savez, il y a le Ko-fi, ko-fi.com/rue du jeu, pour faire un petit don, participer à la tombola dont le tirage au sort est tout bientôt, là, 15 octobre, juste après Essonne, ou aller voir des vidéos en avant-première si vous devenez membre et que vous donnez 2 €, 5 € par mois. Franchement, ça fait très plaisir, ça soutient la chaîne. Merci beaucoup pour votre fidélité. À demain avec toute l'équipe depuis Essonne pour vous donner plein de retours à chaud. C'était Boris pour Rue du Jeu. Jouez bien par chez vous. À demain!